Bonjour à tous et bienvenue dans ce spécial consacré à l'ouverture parlementaire par Sa Majesté le Roi, conformément à la Constitution et aux usages. Le roi Mohamed VI a donc ouvert aujourd'hui la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Il a à cet effet prononcé un discours devant les élus des deux chambres réunis en congrès. Et comme à chaque pareille occasion, le souverain a délivré une feuille de route pour l'année législative à venir. Aujourd'hui, au Parlement, le roi Mohamed VI a évoqué deux grandes problématiques qui devront constituer les enjeux et la priorité des débats parlementaires et aussi des politiques publiques pour les 10 prochains mois. En l'occurrence, la question de l'eau, de sa rareté et de la nécessité de sa gestion anticipative et participative, mais aussi la politique de l'investissement, créateur d'emplois et pourvoyeur de richesses, que cela soit l'investissement national ou étranger. Le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources hydriques d'une part, les dangers et périls dus aux incertitudes nationales qui pèsent sur l'économie nationale d'autre part, commandent en effet de prendre ces deux problèmes avec le sérieux requis tant sur les plans législatifs qu'exécutif. Avec moi sur le plateau pour analyser le discours de Sa Majesté le Roi, Abdelteif Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'être avec nous. C'est Zakaria Boudahab, bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est Dès Issaoui, bonjour, bonsoir plutôt. Vous êtes analyste politique et vous aussi, merci d'avoir été avec nous. Le professeur Mustafa Shimi devrait nous rejoindre en cours d'émission. Alors, messieurs, question pour vous tous, pour planter le décor, comme on dit habituellement. Avant d'entrer dans le détail, quelle est l'impression qui se dégage du discours royal, le choix des thèmes abordés, la pertinence des recommandations émises et les perspectives dans lesquelles le discours se situe? On commence par vous, Dessay Saoui. C'est un discours de travail, c'est un discours de programmatique, et c'est un discours de franchise pour aller directement au fond des sujets. Nous avions l'habitude d'écouter le roi Mohamed VI dans ses discours au Parlement, de prendre le temps de discuter sur le rôle de l'opposition, sur le rôle de la majorité, sur ce qu'il faut faire, sur les urgences, etc. Mais aujourd'hui, il a choisi deux thématiques fondamentales, charnières pour l'avenir du Maroc, et il les a posées avec beaucoup de certitude, mais surtout avec beaucoup de précision en ce qui concerne leur analyse, mais surtout la manière de les prendre en charge. Parce qu'il a même décliné un plan de travail auquel devront répondre les parlementaires et les membres du gouvernement. Zakaria Boudahab, toujours même question. Je pense d'abord que Sa Majesté a tiré la sonnette d'alarme sur une question incessante qui interpelle tout un chacun et en même temps traitons d'une question vitale, c'est la rareté de l'eau, compte tenu de problématiques complexes et notamment le caractère structurel de la baisse de la pluviométrie. Ça, d'une part, recentrer le débat et le mettre au cœur des politiques publiques selon une approche globale et intégrée, en même temps décliner, si vous voulez, une batterie de mesures pour lutter contre ces questions. Par ailleurs, bien entendu, il est aussi question de redynamiser de l'investissement à travers la mise sur pied de cette charte ou de ce pacte qui est tant attendu afin de permettre au Maroc de devenir une destination privilégiée pour des investissements internationaux en particulier. Il a commencé, Sa Majesté Abdelteif Komat, par un verset du Coran, en parlant de l'eau. Toujours même question, impression générale sur le discours. En fait, c'est vrai, la question de l'eau a été une question omniprésente depuis longtemps. Mais c'est vrai, vu les circonstances que nous vivons au Maroc, mais ailleurs, elle revêt en fait une particularité aujourd'hui vitale, aussi bien sur le plan social humain, mais également sur le plan économique. Et donc, bien sûr, il est très important en fait que Sa Majesté aujourd'hui a donné de l'importance et placé cette question parmi les priorités. Il faut rappeler également qu'il le fait devant les parlementaires à l'occasion de l'ouverture d'une session parlementaire. Ça, c'est un message parce que c'est vrai qu'il y a la dimension, je dirais, opérationnelle, qui est de la responsabilité de l'exécutif, mais il y a également la question législative, parce que tous ces projets ont besoin justement de textes de loi pour les accompagner. Et aujourd'hui, le message, c'est d'accélérer le rythme sur deux sujets très, très importants, à savoir l'opérationnalisation des projets qui vont s'accélérer en matière de la politique de l'eau au Maroc, mais également le volet investissement, qui est le moteur de la dynamique aussi bien économique que sociale. Et bien sûr, cette dynamique a besoin d'être accompagnée sur le plan législatif, d'où ce message très fort,
justement devant les parlementaires. Merci, messieurs, pour ce tour de table. On va entrer dans le détail, mais avant, je vous propose d'écouter un extrait du discours royal. إن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط وإنما أصبحت. Le Maroc n'est pas le seul pays touché par la sécheresse et la rareté des ressources hydriques. Sous l'effet du changement climatique, ces deux problèmes sévissent désormais à l'échelle de toute la planète. L'état actuel des ressources hydriques nous interpelle tous, gouvernements, institutions et citoyens. Il exige de nous un devoir de vérité et de responsabilité dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu'elle révèle. De fait, le Maroc se trouve désormais en une situation de stress hydrique structurel. Et la seule construction d'équipements hydrauliques, si indispensable et importante soit-elle, ne suffit pas à régler tous les problèmes. Nous appelons donc à un traitement diligent de la problématique de l'eau, dans toutes ses dimensions, et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale. Par ailleurs, le problème de l'eau ne doit pas servir de prétexte à la surenchère politique, ni d'argument pour alimenter des tensions sociales. Il nous incombe, à nous tous en tant que Marocains, de redoubler d'efforts pour faire un usage responsable et rationnel de l'eau. Cela passe par un changement véritable de comportement dans notre rapport à l'eau. Et en la matière, les administrations et les services publics se doivent de donner l'exemple. Il faut également assurer une gestion optimale de la demande, en concomitance avec les réalisations en cours en matière de mobilisation des ressources hydriques. كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية. Alors, on va s'atteler déjà au premier axe, c'est-à-dire l'eau. Concernant cette problématique de l'eau, Sa Majesté agit avec méthode, effectuant d'abord un diagnostic, rappelant ensuite les actions qui ont été réalisées, tant du point de vue légal que du point de vue technique, et avant de revenir sur les solutions recommandées. Alors, Driss Issaoui, Sa Majesté le Roi a parlé de la politique des barrages qui a été initiée dès le début du règne de Feu Sa Majesté Hassan II et qui a été reconduite et renforcée depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI. Quelles ont été les grandes tendances de cette politique hydrique sur le dernier quart de siècle ? Il y a eu des chiffres qui ont été apportés dans le discours. Absolument. C'est-à-dire, sans revenir en détail sur les chiffres, on va dire une chose importante. C'est que grâce à la politique des barrages, grâce à la politique hydrique initiée par Feu Hassan II, que Dieu ait son âme, le Maroc a pu sauver son jeu et devenir un pays autosuffisant, même sur le plan de l'agriculture et de l'alimentation. Les barrages qui ont été installés, au départ, c'était prévu qu'ils irriguent 1 million d'hectares. Le million d'hectares a été fait bien avant la fin du terme qui lui était fixé. Et aujourd'hui, non seulement ça, mais le Maroc a appris à construire les barrages, a appris à travailler sur les barrages, à lutter contre l'envasement de tous les barrages qui sont situés dans des bassins versants. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a aussi une technologie que le Maroc a pu acquérir, c'est-à-dire comment construire de grands ouvrages hydrauliques, comment les gérer et surtout comment les intégrer à un espace qui est très difficile à gérer. Aujourd'hui, nous avons prenez n'importe quel barrage Bilouidan, le barrage au niveau du Tafilet, prenez tous les barrages, vous allez trouver que, en fait, ce sont des structures qui ont permis de redonner la vie à là où elle n'était pas, d'offrir aux citoyens beaucoup de moyens de survie et de subsistance que jamais ils n'auraient pu le faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça veut dire que le roi Hassan II, le roi Mohamed VI d'ailleurs, qui a continué de manière très perspicace toute cette politique-là, a fait beaucoup de choses pour que la politique de l'eau soit une politique centrale dans les politiques publiques. Ça, il faut le dire. On oublie souvent de le dire et on aura l'occasion de revenir nous-mêmes au niveau de ce débat pour parler de la politique de l'eau et comment, justement, cette politique est devenue cette ligne directrice qui permet de structurer toute l'action publique. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu avoir tous ces espaces verts que nous avons aujourd'hui.
parce que le Maroc est véritablement un pays semi-aride où la sécheresse est un facteur dominant, est un facteur permanent, et il fallait le gérer comme ça. Et je pense que les Marocains ont pu justement travailler de manière intelligente avec cette rareté de l'eau et l'utilisation de l'eau, parce qu'on avait fait commencer par l'irrigation gravitaire pendant un long moment, il y avait une déperdition de l'eau sur les canaux qu'il y avait, mais ensuite, on a évolué sur le plan des techniques d'irrigation vers des techniques beaucoup plus fines d'irrigation, du goutte à goutte, etc. Et on sait aujourd'hui combien telle et telle plante prend d'eau, combien de température, combien d'humidité, etc. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui permet au Maroc de pouvoir regarder l'avenir avec plus de sérénité et de sérieux. Alors, il y a une certaine constance ou ténacité dans la politique. Je retiens une phrase: indépendamment de la pluviométrie qui marquera les années à venir, nous nous attachons à accélérer la réalisation de ce programme, le programme national prioritaire de l'eau, dont les projets sont répartis à l'échelle de tout le royaume. C'est-à-dire que même s'il y a une pluviométrie qui peut être capricieuse par moment, d'ailleurs, le roi l'a dit, ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu une telle sécheresse, on continue sur ce programme-là, on continue à construire les barrages, on continue à faire ça pour lutter contre la raréfaction de l'eau. Zakaria Bouddahab, le roi a énuméré justement les différents points qui, pour lui, ont abouti à cette situation de raréfaction de l'eau ou qui contribuent à cette diminution du potentiel. Alors, quelles sont les responsabilités? Parce qu'il y en a, d'accord, et comment y remédier? Il y a des responsabilités d'abord partagées et une responsabilité collective. D'abord, évidemment, il y a un phénomène global qui dérange tout le monde, c'est une tendance mondiale quasiment, c'est le dérèglement climatique. Évidemment, ça a été observé il y a longtemps avec la fonte des glaces, avec l'aboisement, l'abattage massif des forêts, beaucoup de problématiques d'ailleurs qui a conduit beaucoup d'anthropologues, de géologues de parler de l'anthropocène, c'est-à-dire un homme qui détruit les équilibres naturels. Deuxièmement, peut-être aussi responsabilité interne, in situ, si vous voulez, c'est la mauvaise gestion de la ressource en eau au Maroc, que ce soit, ça a été dit par Sa Majesté, les puits qui sont un peu anarchiques, la surexploitation de la nappe phréatique, les eaux souterraines, etc. Et en même temps, nous n'optimisons pas suffisamment ou assez la ressource en eau, par exemple, en ce qui concerne la réutilisation des eaux usées, etc., etc. Et parfois même le recours à une agriculture peut-être un peu massive ou intensive, exactement, qui n'utilise pas de façon rationnelle la question de l'eau. Et puis, facteur très important, ça a été rappelé par Sa Majesté. Une décision a été prise d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, une décision a été prise dernièrement par le gouvernement pour revenir un peu sur ces questions, sur ces cultures qu'on considère comme hydrophages. Et l'élément humain, c'est très important parce qu'on le sait, nous citoyens, on le voit parfois, une dilapidation de la ressource en eau. Et donc, le facteur sensibilisation, moi je crois, aujourd'hui, il doit être replacé dans la problématique de la rationalisation et l'optimisation de la gestion de l'eau. Alors, il y a un fait qui est assez intéressant quand on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parfois une petite digression comme ça, on voit qu'il y a une certaine prise de conscience et il y a de plus en plus de personnes qui appellent à une rationalisation de l'eau, peut-être pas couper, mais rationaliser l'eau, commencer par sensibiliser. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Alors, Abdelatif Komat, Sa Majesté a parlé de solutions. Et on y reviendra tout à l'heure, mais d'après vous, de votre point de vue, les politiques publiques à décliner dans les prochains mois, les décisions à prendre dans les prochains mois, parce qu'il faut aller vite. En fait, comme l'a souligné Sa Majesté, c'est une problématique transverse. À un certain moment, c'est vrai, on traitait cette question, focusant sur un volet ou sur un autre, mais il s'avère, et d'ailleurs c'est la réalité aujourd'hui, c'est que c'est une question complexe, c'est une question transverse. Bien évidemment, il y a la dimension, en fait, utilisation, optimisation de la ressource eau par les différentes parties prenantes, les utilisateurs. Bien sûr, il y a les secteurs les plus utilisateurs, notamment le secteur agricole. On sait que pratiquement 80% de la ressource hydraulique est utilisée dans le domaine de l'agriculture. Et bien évidemment, sur ce plan-là, il y a plusieurs décisions, plusieurs politiques publiques à mettre en œuvre. Et il y a peut-être un redéploiement de la politique agricole de manière à rationaliser, optimiser l'utilisation de l'eau.
Il y a également toute l'avancée technologique. D'ailleurs, Sa Majesté a appelé, au niveau des axes sur lesquels il a beaucoup insisté, sur toute la dimension innovation, créativité et aller vers de nouvelles technologies. C'est très important. C'est vrai que le Maroc a acquis un certain nombre d'expertises dans le domaine agricole, mais aujourd'hui, il va falloir avancer davantage dans le domaine, notamment de l'utilisation de l'eau. Donc ça, c'est un volet très important. Et bien sûr, aujourd'hui, la tendance va s'accélérer sur une politique en fait, qu'on a entamée depuis quelque temps, tout ce qui est dessalement de l'eau, tout ce qui est traitement des eaux usées pour leur réutilisation, notamment dans le domaine de l'arrosage, des espaces verts, etc. Il faut dire que maintenant, ça va devenir, il l'est déjà, mais ça va devenir encore plus important en termes de politique publique. Vous savez qu'au niveau de la loi de finances, notamment en 2023, déjà on voit qu'il y a au moins 5 grands projets de dessalement de l'eau, notamment dans les régions du Sud, mais également le Nord, etc. Et puis, bien sûr, cette politique va s'accélérer à l'horizon 2030, parce que c'est vrai, Sa Majesté, il l'a dit, quelles que soient en fait les tendances à venir en termes de pluviométrie, il y a aujourd'hui des décisions stratégiques incontournables, c'est que nous allons continuer parce que il s'avère que ça devient structurel. Peut-être qu'il va y avoir des années où il va pleuvoir un peu plus ou moins, mais cette question, elle est aujourd'hui, je dirais, structurelle. Il va falloir la traiter d'une manière structurelle. Et donc la politique publique, il doit aller dans ces différents sens, que ce soit en termes de sensibilisation des citoyens, qu'en termes de rationalisation dans les secteurs les plus utilisateurs de l'eau. Bien sûr, on a parlé de l'agriculture. Il y a également l'industrie. Au niveau de l'industrie, nous avons des expériences, je dirais, réussies, notamment par l'OCP, qui, en fait, depuis des années, il traite l'eau de manière à la réutiliser. En fait, au niveau des opérations industrielles, il y a d'autres industries qui essaient de faire cela, mais ça va devenir dans l'avenir une politique à partager par le secteur industriel, le secteur agricole. Et bien sûr, il y a tout l'effort à faire, notamment parce que le Maroc, c'est un pays avec 3500 km en fait, de littoral. On a des ressources en eau au niveau de la mer qui sont énormes, qu'il va falloir qu'on exploite. Bien évidemment, il y a un effort à faire sur le plan énergétique, notamment parce qu'on le sait, ces dessalements consomment beaucoup d'énergie. Et il se trouve que le Maroc aujourd'hui avance au niveau des énergies renouvelables qui devrait être, en fait, je dirais, le support qui va appuyer ces dessalements avec le moindre coût et en s'inscrivant dans tout ce qui est développement durable. Mais là également, il y a tout un effort à faire en matière d'innovation, de technologie pour adapter cet effort d'énergie renouvelable à utilisation notamment dans le domaine du dessalement et du traitement des eaux usées. Donc la politique publique au Maroc, ça il faut le dire, sur ce plan-là, certainement c'est un tournant. C'est un tournant vu les circonstances que nous vivons cette année, mais c'est un tournant du fait que Sa Majesté a placé cette question parmi les 2 grandes priorités pour les prochains mois et je dirais même les prochaines années. Et donc on va voir l'éclosion en fait d'une grande réflexion au niveau des politiques publiques pour accompagner ces dynamiques parce que l'eau, il est incontournable qu'on ait de l'eau, bien sûr sur un plan humain, social, mais également sur un plan économique. On ne peut pas enclencher ces dynamiques, et notamment économiques et sociales, que souhaite Sa Majesté, sans qu'il y ait en fait une disposition en eau qui est une matière vitale pour toute cette dynamique. Alors, Driss Aissaoui, avant d'arriver sur une question sur un mot qu'a eu Sa Majesté sur la surenchère politique, je sais que vous êtes spécialisé à un moment dans votre vie sur ces questions de l'eau, et que nous sommes en train de décrypter un discours royal, je voudrais que vous citiez des exemples ou être clair, précis sur ça avant de parler de la politique. Nous appelons donc à un traitement diligent de la problématique de l'eau dans toutes ses dimensions et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale. C'est quoi des formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale avec des exemples concrets par exemple? Sont nombreuses. Voilà, ben justement, c'est bien que les téléspectateurs... Laissez-moi vous dire, par exemple, on a vécu des situations où des gens, à côté des oasis, ils creusent des puits. Pourquoi faire? Pour irriguer la pastèque, par exemple. Pour irriguer un certain nombre d'irrigations. Dont on parle, les cultures hydrophages. Voilà, justement. Et on le fait au vu et au su de tout le monde. Alors que les oasis... Elles sont résilientes, certes, mais elles vont bientôt tomber en ruine. Parce que le Maroc a perdu plusieurs
hectares disons, de paniers dattiers qui pouvaient permettre de stopper l'avancement du désert. Alors, si ces oasis n'ont plus la possibilité de garder leur eau là où elle est, parce qu'en fait, au niveau des oasis, vous avez des cultures, vous avez beaucoup de choses que les agriculteurs peuvent faire avec leurs habitudes. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'habitude. Il n'y a que les gens qui viennent utiliser les ressources disponibles à leur manière, mais où les lois ne sont pas respectées. Personne ne regarde ce qui se passe au niveau de ces régions. Ça devient très grave. On a eu, bien sûr, des difficultés avec l'arrosage des greens de golf, etc. Mais... Maintenant, ils sont passés aux eaux usées. Voilà. Alors, les eaux usées, c'est quoi? Disons, l'office de l'eau potable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé ce qu'on appelle des steppes. Donc, ce sont des zones de traitement des eaux usées au niveau des villes qui sont véritablement impropres à la consommation. Ils les traitent, ils les reprennent et le réutilisent au niveau de l'irrigation, par exemple, des greens dans certaines villes, etc. Et ça marche très bien. Alors, il y a effectivement un effort... Les eaux usées ne servent pas qu'à ça, ils servent aussi à l'arrosage des espaces verts des villes. Des villes, bien sûr. Non, ça sert... L'arrosage des villes, une ville comme Rabat, qui est devenue une perle aujourd'hui, sincèrement, avec tout l'aménagement qui a été fait au niveau des routes, au niveau des espaces verts, ça fait plaisir. Mais il faut qu'on sache que l'irrigation de ces espaces ne se fait pas avec l'eau du robinet, avec l'eau propre à la consommation. Ça se fait avec de l'eau qui a été travaillée, qui a été traitée et qui revient encore une fois dans le cycle. De comportement irresponsable. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est des choses qui sont reprises ici, que l'on réutilise à l'intérieur. Donc, si on ne fait pas ça, si les lois ne sont pas respectées, je vous assure qu'il y a beaucoup de lois qui ne sont pas respectées. On ne les regarde pas. Et même les élus locaux, souvent les élus locaux, n'ont pas la capacité de pouvoir lutter contre ce genre de situation. Alors, il y a aussi, par exemple, le traitement des eaux usées. Je vous poserai aussi la question sur les comportements irresponsables, des exemples précis, de manière à véritablement mettre le doigt dessus, parce qu'on en fait tous finalement. Absolument. Non, on en fait tous, c'est-à-dire quand on lave les voitures de la manière dont on voit aujourd'hui, c'est impossible. Alors que dans d'autres pays, on dit, cet exemple, ne lavez plus les voitures avec l'eau du robinet, etc. Faites-le. Et il y a beaucoup de rigueur dans la gestion de cette ressource qui est de plus en plus rare. Et si on perd cette ressource, on va perdre même la vie avec. Alors, il faut qu'on fasse attention. Et de toutes les manières, le discours du roi a été très clair. Il leur a dit, je ne vous demande pas de traiter la question de l'eau pour en faire un sujet de polémique. Alors justement, ça, je vais y arriver. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la surenchère politique. On va y arriver. Ne devançons pas les choses. Est-ce que vous avez des exemples aussi de comportements irresponsables, à part l'agriculture, effectivement, à part le lavage des voitures, à part... Les petites choses quotidiennes, les bains morts ou les bains turcs, comme on dit, on voit parfois, non pas parfois, mais souvent, le comportement de l'usager n'est pas rationnel. On peut également parler des piscines, par exemple. Heureusement qu'on a à Rabat une piscine, mais qui est alimentée par les eaux de mer. Mais dans d'autres publiques, dans d'autres situations, on a donc, il faut le dire aujourd'hui, et c'est important, comment faire en sorte que le citoyen ait cette conscience collective. En utilisant l'eau, il doit penser qu'en réalité, il n'utilise pas l'eau pour lui-même, mais c'est l'eau qui appartient à tout le monde. C'est cela, au véritable, à mon sens, cette prise de conscience qu'il faut avoir. Alors, je reviens à vous, Essaoui, sur cette question de surenchère politique. Je cite un extrait du discours de Sa Majesté. « Le problème de l'eau ne doit pas servir de prétexte à la surenchère politique, ni d'argument pour alimenter des tensions sociales. » Fin de citation. Commentaire ? Ça, c'est le sujet le plus facile qui peut être pris justement par un parti politique et commence à l'utiliser et à justement attiser les tensions sociales. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont là
pour créer des situations intenables. Alors pourquoi? Il ne faut pas qu'on se permette de faire ça. Il faut que ça devienne un crime politique que de voir quelqu'un prendre cette question de l'eau ou sa gestion ou sa régulation devenir un objet de discorde au sein du Parlement ou dans d'autres situations. C'est ça le plus important. Il faut que l'on puisse être responsable de bout en bout, du début à la fin, et dire l'eau, c'est l'eau de tout le monde. Ce n'est pas l'eau de X ou de Y. C'est l'eau de toute la communauté. Il faut qu'on le préserve. Et de toutes les manières, on a des exemples. Vous savez, il y a eu des exemples de partage de la responsabilité sur l'eau, à Agadir par exemple, dans d'autres villes où on est en train aujourd'hui de monter des unités de dessalement d'eau de mer qui ont permis, parce que dans le cadre du partenariat public-privé, on a fait de très belles choses dans ce pays et ça a réussi. Mais le plus important et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que le citoyen lui-même participe. Le fellah qui voit que son agriculture elle est condamnée, va être condamné. Il met la main à la poche et il paye le prix de l'eau au mètre cube qui apparemment est très cher quand on le regarde. C'est 5 dirhams le mètre cube, mais ils le payent quand même parce qu'ils savent que l'utilisation de l'eau d'irrigation va lui permettre de faire une agriculture à haute valeur ajoutée, de pouvoir l'exporter et de garder son revenu. Abdeltif Komat, alors le roi appelle aussi à une politique, et surtout à une politique de grands travaux hydriques, dessalement et interconnexion. Alors où en est le dessalement et en quoi consiste l'interconnexion hydraulique dont a parlé Sa Majesté? En fait, le dessalement, en fait, aujourd'hui, c'est un projet. Il faut dire que le Maroc a une expérience à ce niveau-là depuis des années. À partir de 1977, il y a eu le premier projet de dessalement en eau au Maroc, mais malheureusement, effectivement, avec l'OCP, il y a surtout l'expérience de l'OCP. Malheureusement, en fait, on n'a pas beaucoup anticipé. On est passé par une période plus ou moins similaire dans les années 80, il faut le rappeler. C'était pratiquement sur 3-4 années de sécheresse, je dirais, rude. Malheureusement, en fait, on n'est pas allé à fond dans cette politique de dessalement on aurait pu, en fait, aujourd'hui être en situation plus confortable. Mais, entre-temps, il y a eu quand même quelques projets. On en dénombre aujourd'hui environ une dizaine déjà de projets qui sont réalisés. Mais on est dans une tendance d'accélération. D'ailleurs, au niveau de la loi de finances 2023, on évoque 5 projets, donc 5 grands projets, sachant qu'il y a des mini-projets. Donc les 5 grands projets, c'est au niveau de Guelmim, au niveau de Dakhla, il y a également Nador, il y a Safi, il y a Casablanca. Donc déjà, ce sont des projets qui sont planifiés, programmés, et on a d'autres qui, en fait, devraient être... Dans le cadre du partenariat public-privé, oui, il faut le dire. Effectivement. Donc, d'ailleurs, il y a le projet de l'Aïon qui sera opérationnel dans quelques semaines, au mois de décembre. Donc, on est en train de connaître, en fait, un certain éveil au niveau de ces projets de dessalement, parce qu'il faut le dire, c'est incontournable. C'est incontournable parce que nous avons des pays, notamment les pays du Golfe, qui ont des années d'expérience et qui vivent justement grâce à ces projets. C'est vrai qu'à la différence de ces pays-là, nous avons la contrainte de l'énergie. Il faut le dire parce que le dessalement de l'eau est consommateur d'énergie. Alors aujourd'hui au Maroc, on est dans un mix énergétique qui devrait permettre aux énergies renouvelables de situer à hauteur de 50%. Je vous demanderai aussi de me parler des interconnexions hydrauliques, mais oui. C'est l'heure du Flash Info. Je vous propose de nous retrouver juste après. À tout de suite. Bonsoir, nous reprenons notre décryptage du discours royal de ce jour devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Abdeltif Komat, Zakaria Aboudahab et Driss Rissaoui. Juste avant le Flash Info, Abdeltif Komat, vous étiez en train de nous expliquer ce qu'étaient les connexions hydrauliques, les interconnexions hydrauliques dont parlait Sa Majesté. En fait, les interconnexions, vous savez que nous avons un indicateur au niveau du taux de remplissage, notamment des barrages.
Si on observe le taux de remplissage, fréquemment, on voit qu'il y a une très grande différence. Il y a des bassins qui sont à 60-65%, d'autres à 20-30%. Et ça, ça crée des difficultés d'approvisionnement des régions par rapport à d'autres. Et donc, la solution serait qu'il y ait ces interconnexions de manière à ce qu'il y ait un certain équilibre. D'ailleurs, nous avons vécu des situations pendant cet été où certaines régions du Royaume avaient du mal, notamment, de se doter suffisamment d'eau potable. Je donne l'exemple de Casablanca, à un certain moment. Il y avait un épuisement, et c'est les bassins de Rabat, par exemple, qui alimentaient Casa, et ça ne peut se faire qu'à travers des interconnexions. Et donc, ça va, je dirais, de la sécurité en termes d'alimentation en eau, d'avoir des interconnexions qui permettraient un certain équilibre. Et donc, bien sûr, c'est pour ça que Sa Majesté, on a parlé au niveau de la politique d'investissement. Bien sûr, il y a la construction des barrages, c'est très important, mais il y a tout ce qui est interconnexion entre les bassins, mais également les interconnexions, notamment au niveau de l'agriculture. Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, 80% de l'eau est consommée au niveau de l'agriculture, et les interconnexions, c'est un moyen de rationaliser même les systèmes d'irrigation. Et donc, ce sont des investissements très lourds, très, très importants pour justement aller dans le sens de l'optimisation et de la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Très bien. Driss, vous vouliez nous parler aussi du dessalement. Vous avez des précisions à apporter, mais juste avant, je vous propose d'écouter un autre extrait du discours royal. À moyen terme, il conviendra de renforcer notre politique volontariste de l'eau et de rattraper le retard dans ce domaine. Le devoir de responsabilité impose désormais des choix durables et intégrés, ainsi que davantage de solidarité et d'efficacité, et ce dans le cadre du nouveau plan national de l'eau dont nous appelons de nos vœux la mise en œuvre diligente. Dans ce contexte, nous voulons mettre l'accent sur les principales orientations suivantes. Premièrement, il est nécessaire de lancer des initiatives et des projets plus ambitieux par le recours aux innovations et technologies nouvelles dans le domaine de l'économie de l'eau et de la réutilisation des eaux usées. Deuxièmement, il est impératif d'accorder une attention particulière à une exploitation rationnelle des eaux souterraines et à la préservation des nappes phréatiques, en mettant fin au phénomène de pompage illégal et au creusement de puits anarchiques. Troisièmement, il est essentiel de garder à l'esprit que la question de l'eau n'est pas l'affaire exclusive d'une politique sectorielle isolée, mais qu'elle constitue une préoccupation commune à de nombreux secteurs. Il en résulte que les stratégies sectorielles doivent être constamment mises à jour en fonction de la pression exercée sur les ressources en eau ainsi que sur leur évolution future. Quatrièmement, il est indispensable de prendre en compte le coût réel de l'eau à chaque étape de la mobilisation de cette ressource, de considérer ce que cela implique en termes de transparence et de sensibilisation aux différents aspects de ce coût. C'est Driss Aissaoui ? Oui. Précision sur le dessalement. Vous voulez intervenir sur le dessalement, parce que je sais que vous êtes intarissable sur le sujet. Non, mais j'ai assisté au montage d'un grand projet au niveau de la région de Chouka, où il y avait une très grande plaine qui avait manqué d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire manquer d'eau au niveau d'une plaine où on peut creuser un puits pour irriguer? Ça veut dire que l'eau au niveau de la nappe descend à un niveau tel que l'eau de mer commence à rentrer sur la nappe phréatique. Et il est connu que l'eau, quand ça arrive au niveau de la nappe, s'il monte, c'est-à-dire à 3 degrés de salinité, il n'est plus utilisable pour l'irrigation. Donc, ce qu'on a demandé aux gens, c'est de pouvoir, non pas pomper au niveau directement de la nappe, mais on leur a dit, vous pouvez utiliser la nappe phréatique de manière régulée, on va leur mettre des compteurs, et sur ces compteurs, alors ne l'oubliez pas, c'est un partenariat public-privé, et les agriculteurs sont eux-mêmes actionnaires de la station de dessalement. Ce sont des Espagnols. Ah oui. C'est des actionnaires, ils achètent. Genre de coopérative. C'est une coopérative qui se construit. Ce sont des Espagnols qui ont une très grande expérience dans le domaine, qui l'ont monté, et ça marche maintenant. C'est le montage à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été dupliqué ailleurs ou Bien sûr. En fait, il y avait un exemple au niveau de la région de Jdida,
où il y avait un problème de nappe phréatique. Et on a parlé aux agriculteurs, attention, et ceux qui faisaient la tomate, ils n'ont rien voulu entendre. Ils ont laissé faire les choses et la nappe a été submergée par l'eau de mer et l'eau n'était plus utilisée et on n'utilise plus de tomates dans cette région, par exemple. Alors maintenant, ce qui se passe... D'ailleurs, même les tomates posent problème, si j'ai bien compris, au niveau de l'eau. La pastèque, la tomate, etc., ce sont des produits qui sont consommateurs d'eau, ça c'est clair. Alors, on a fait ça au niveau de cette région. On est en train de faire, et d'ailleurs, c'est comme tout à l'heure l'a dit, à Casablanca, il y a un projet qui va être opérationnel incessamment sous peu. Il y a le projet de l'Ayoun, il y a le projet de Dakhla, qui est extrêmement important aussi, mais dans le même modèle. C'est le partenariat public-privé où l'on amène de l'argent de l'État pour financer justement tout ce qui est ressources hydrauliques, enfin pas hydrauliques, je veux dire les ressources électriques, etc., pour faire fonctionner les machines ou l'énergie solaire. C'est l'État qui participe et on fait travailler les machines. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est maîtrisée. Nous savions que la technologie était d'usage au niveau de pays comme le Qatar, parce qu'ils n'ont pas de ressources en eau. La seule eau qu'ils ont, c'est l'eau de mer. Ils font le dessalement. La même chose au niveau du Koweït. La même chose les Émirats aussi. Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est la même chose. Alors, ces gens ils ont beaucoup plus de moyens, une population beaucoup moins nombreuse. Beaucoup moins nombreuse, ils n'ont pas... Ils ont de l'énergie. Dans l'énergie, ils l'ont, mais autre chose, ce sont des gens qui font quand même aujourd'hui des agricultures très intelligentes, à l'avant-garde de ce qui se fait au niveau mondial. C'est-à-dire c'est des gens qui peuvent participer à la sécurité alimentaire du monde entier. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette technologie ? Je pense que les Marocains sont bien préparés pour ça. Et cette solution de dessalement va être véritablement la solution de demain. Parce qu'on a un plan de l'eau sur le moyen terme. Alors voilà, on est en train... Ça, c'est une technique qui, avant, n'était pas faisable. Aujourd'hui, elle l'est. Je vous ai parlé tout à l'heure des tomates et vous avez parlé de l'air, comme vous dites, les pastèques. Et ça, on en parlait parce que j'ai vu une fois, il y a quelques mois, une émission à Bruxelles, une émission télé tournée à Bruxelles avec des députés européens qui disaient que le Maroc nous exporte à travers ces tomates et ces pastèques de l'eau dont il aura besoin dans quelques années, sinon quelques mois. Ça faisait quand même quelque chose d'entendre des étrangers dire ça de nous. Alors, il faut décliner toute cette politique de l'eau en grande politique concrète, grande politique publique dont la somme pourrait être une politique générale de l'eau. Zakaria Abou Dahab, Sa Majesté a décliné 4 grandes orientations, 4 grandes mesures, 4 grands axes sur lesquels agir. Quels sont ces axes? Est-ce que vous pouvez les rappeler? Absolument. Il s'agit d'une approche comme à l'accoutumée pédagogique et didactique. En même temps, elle fixe, si vous voulez, un peu des lignes d'orientation générale, des guidelines, les lignes directrices. La première concerne bien entendu la possibilité d'utiliser des technologies nouvelles. Et là, évidemment, il faut dire qu'on peut tirer, du point de vue du benchmarking, beaucoup d'expériences de pays qui sont en avance par rapport à nous. Et ils sont connus d'ailleurs. Et même tout à l'heure, quand on parlait de la gestion de la rareté, vous savez, dans ce qu'on appelle les indigènes en Australie, parfois ils utilisent même l'eau qui est enfouie dans la canne à sucre. Et ce sont parfois des situations extrêmes. J'ai vu également au Chili la possibilité d'utiliser la brume, comment la transformer en eau pour... Il y a une expérience qui est faite au nord du Maroc. Exactement, sur la transformation de la brume en eau. Et c'est Idriss, d'ailleurs, on était ensemble à Marrakech. Alors, j'invite tous les Marocains véritablement à visiter le musée de l'eau. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui explique de façon magistrale, c'est un ingénieur hydraulique. Et les Marocains ont beaucoup aussi à partager leur expérience avec d'autres pays. Dans des régions comme, on a parlé des oasis, le Sahara oriental, Erfoud et j'en passe. Et il est certain aujourd'hui que le patrimoine marocain, ça doit puiser. Moi, je viens d'une ville, Semknes, où le grand sultan Moulay Ismaïl savait aussi utiliser l'oued de Boufkran, le mahlou, comme on dit. Et d'ailleurs, à travers un système très ingénieux d'irrigation, il y a Salih Souani, par exemple, qui servait de stock stratégique pour réguler parfois
la Donc, redistribution on a de l'eau. une histoire de l'eau, C'est une culture, extrêmement une important. civilisation hydrique qui est là. Et nous avions des fontaines à Meknès qui coulaient à flot, c'est vrai, aujourd'hui, il fallait faire attention. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est l'exploitation rationnelle des eaux souterraines et la préservation des nappes phréatiques. Troisièmement, la question de la transversalité. C'est vrai, il ne faut pas avoir une vision parcellaire des choses, ou parcellaire, pardon, mais plutôt une vision globale et intégrée. Et au final, la sensibilisation pour que chaque citoyen sache qu'en réalité, l'eau, c'est quelque chose de très précieux. D'ailleurs, l'or bleu, et je voulais quand même rendre ici un hommage posthume à feu le roi Hassan II, comme je porte pins de la FAO. En fait, il avait reçu la médaille Agricola. Absolument. On lui avait remis, c'était je pense 96, exactement, compte tenu justement de la politique proactive de la construction des barrages qui, je crois, permet au Maroc d'au moins d'assurer une certaine sécurité alimentaire. Alors, Dernière question sur ce thème de l'eau. C'est la question de la décentralisation, de la déconcentration. La problématique de l'eau. Vous l'avez très bien expliqué. Je vous en remercie pendant un peu moins d'une heure. Que c'est un problème de tous et le problème de chacun. C'est une prise de conscience individuelle et c'est une action générale qu'il faut. Mais dans ce cas, ça ne peut pas être qu'une politique générale, qu'une politique centrale, mais une politique aussi qui se déclinerait au niveau des territoires. Je vous pose la question à tous les trois. Je commence par vous, Abdeltef Komat. En fait, il est en phase avec une orientation stratégique du Maroc, c'est d'aller vers la régionalisation, vers la décentralisation, vers une gestion de proximité sur tous les plans. Et bien évidemment, cette question est une question de très grande importance où le volet, justement, sensibilisation est très important. Et là, bien sûr, il n'y a pas mieux, justement, pour sensibiliser les citoyens que l'autorité, je dirais, de proximité au niveau des communes, au niveau des élus. Et donc, ça devrait d'ailleurs, ça a été dit à plusieurs reprises par Sa Majesté, c'est une question aujourd'hui qui est transverse. C'est une question qui est sociétale. Et donc, du fait, il concerne tout le monde et tout le monde devrait être impliqué. Et pour que tout le monde soit impliqué, il faut aller vers le terrain, sur le terrain, à travers cette décentralisation, bien sûr, à tous les niveaux. Ça devrait être une question de famille, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être, c'est un peu la différence entre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et ce qu'on a vécu peut-être il y a 3 décennies et demie, c'est que peut-être, bon, nous, on l'a vécu à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas cette prise de conscience à un niveau, je dirais, individuel, à un niveau familial. Aujourd'hui, on le remarque. Aujourd'hui, tout le monde, je dirais que cette question intéresse tout le monde prend connaissance que l'eau est une ressource vitale, est une ressource rare. Et donc, on a commencé à voir les parents sensibiliser leurs enfants. Et bien sûr, il y a les médias également qui le font, mais ça devrait être fait dans un élan, je dirais, territorial. Et c'est pour ça que la question de la territorialité est très importante. Et bien sûr, au-delà bien sûr, de la sensibilisation, il y a également la gestion. Il y a la gestion parce que les territoires gèrent leur territoire sur un plan économique, sur un plan social. Il y a bien sûr le milieu rural, il y a l'agriculture qui utilise beaucoup d'eau. Et donc, il n'y a pas mieux que en fait, la gestion de proximité, la gestion territoriale pour passer ce message et pour veiller sur la bonne utilisation de la ressource qui est la ressource en eau. Ça tombe toujours sur vous, les questions politiques. Ça fait un an, il y avait des élections, donc il y a une nouvelle classe politique qui est arrivée. On ne parle pas de la majorité centrale du Parlement, on parle des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que les nouvelles élites élues, aussi bien au niveau régional qu'au niveau communal, soient véritablement conscientes, sensibles à ce problème? Très sincèrement, je vais vous dire, je vais répondre franchement. C'est ce qui est J'ai demandé. l'impression que les élus locaux n'ont aucune conscience de leur responsabilité au niveau du territoire. Ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est décentraliser cette attention à la préservation des ressources en eau au niveau des territoires. Alors, quand on dit ça, on est en train en même temps de parler de déconcentration. Au lieu d'attendre que la décision vienne de Rabat et que l'on puisse l'appliquer au niveau du Tafilelt, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un système de décision décentralisé au niveau de chaque point du territoire qui puisse dire attention, l'eau ici va avoir un problème. On prend telle décision, on fait telle chose. On revient au plan national que Abou Dahab vient de citer. Nous avons une approche globale. On revient à notre approche. Et c'est ça le plus important,
décentralisation, déconcentration, ce sont des binômes réussis. Ce sont des binômes qui doivent nous amener à gérer au mieux la politique publique. C'est ça le plus important. Merci. Alors, on va passer au deuxième axe qui est celui de l'investissement. Donc, le roi aborde la question de l'investissement sous un angle nouveau, en l'occurrence celui du financement des programmes sociaux et du développement humain. Ça méritait, ça gagnait d'être dit. En plus, bien entendu, de l'aspect de l'emploi des jeunes. Zakaria Bouddahab, Sa Majesté rappelle ce qu'il avait dit dans de précédents discours, à savoir le secteur prometteur, porteur et créateur de valeur ajoutée. Ce secteur, c'est quoi ? Évidemment, ce qui est à souligner, c'est que le Maroc, évidemment, a besoin d'une charte de l'investissement. Celle, ce qu'on appelle la loi cadre de 95, est plus ou moins dépassée. Et puis le Maroc est dans une ligne droite. Il y a des choses qui ont été faites, certes, en ce qui concerne l'assainissement du climat des affaires, la création des CRI. D'ailleurs, c'était suite à une invitation faite par Sa Majesté adressée à M. Yousfi à l'époque, qui était Premier ministre, dans laquelle il était question de faciliter les procédures liées aux investissements. On parle de l'investissement intérieur, comme on parle de l'investissement direct étranger. Et d'ailleurs, le Maroc, de proche en proche, est devenu une destination prisée. Et d'ailleurs, cela n'était pas venu de rien. Néanmoins, il y a toujours des plaintes, des doléances exprimées par les uns et les autres. Et entre autres, on pourra en parler peut-être, les Marocains résidant à l'étranger. Alors aujourd'hui, vous savez, justement, le secteur privé est au cœur de la démarche. Et ça a été dit par Sa Majesté aujourd'hui. Comment faire en sorte de faire justement de cette question un objectif stratégique. Certes, les catégories qui sont ciblées, on en a parlé aussi, les jeunes diplômés qui parfois malheureusement, par défaut de formation, la question de la formation professionnelle, etc., la question des financements, invitation aussi adressée au secteur bancaire d'être un peu généreux, mais en même temps être attentif à ce genre de doléances. D'ailleurs, ça se répète comme un leitmotiv dans les discours royaux. La question de la difficulté d'accéder à des sources de financement. Donc, grosso modo, si vous voulez, il est aujourd'hui nécessaire de régler à jamais cette question de la lourdeur des procédures. Et le Maroc gagne des points sur le plan de la compétitivité, sur le plan du domaine business, c'est-à-dire l'attractivité économique du droit, etc., etc. Mais il y a encore des lourdeurs et c'est la raison pour laquelle, entre autres, Sa Majesté a fait allusion à ce qu'on appelle les procédures alternatives de règlement des différends, comme la médiation, comme l'arbitrage, la consultation, etc., etc. Maintenant, il faut prioriser. Je crois que le gouvernement, depuis octobre, avait décliné une feuille de route qui est extrêmement substantielle. C'est la question de l'emploi, premièrement. Deuxièmement, l'emploi. Troisièmement, l'emploi à travers des secteurs qui sont productifs. Alors, Abdeltef Komat, on revient, donc Sa Majesté revient sur la question de l'investissement privé. Et là, on se rappelle que l'investissement privé était préconisé par dans le nouveau modèle de développement, avec un inversement des proportions des parts, investissement privé, investissement public. Et donc, quelle connexion on peut avoir aujourd'hui entre le rapport de la commission Ben Moussa, le nom de son président, et le discours d'aujourd'hui. Et je voudrais aussi, Sa Majesté n'en a pas parlé parce qu'il ne rentre pas dans ce genre de détails, mais il y a quelque chose qui gêne un petit peu, le fameux indice ICOR. Donc comment on peut faire pour cet investissement-là, pour que l'investissement privé non seulement soit là, mais qu'il soit aussi et public aussi, mais qu'il soit véritablement rentable. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup d'argent pour pas grand-chose non plus. En fait, la connexion avec le nouveau modèle de développement, c'est que il faut dire que en fait, le Maroc aspire à travers ce nouveau modèle à un taux de croissance en fait, avec une vitesse de croisière de 6%. Dans les premières années, 4% et après 6%. On aspire également à un doublement à l'horizon 2035 du revenu en fait, par tête, du PIB par tête. Et puis, également, nous avons des objectifs en termes de structuration de notre appareil productif qui devrait intégrer plus de technologie, plus de valeur ajoutée, etc. Donc, nous avons des objectifs ambitieux. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? C'est que la pression elle est sur l'investissement public, contrairement à la situation des pays qui sont au même niveau de développement que le Maroc ou des pays émergents dans lesquels pratiquement la tendance est déjà inversée. Pratiquement les 2/3, sinon jusqu'aux 3/4 de l'investissement dans des pays comme la Turquie, comme des pays asiatiques, est constitué par l'investissement privé et le complément, c'est l'investissement public. Aujourd'hui, le Maroc, c'est l'inverse. C'est l'investissement public qui porte l'investissement. On est aujourd'hui à 245 milliards de dirhams dans la loi de finances de 2022, malgré les difficultés financières, on a maintenu le cap. Mais on ne peut pas tenir
tout cela, en fait, à long terme, parce qu'il y a des pressions, notamment sur les équilibres budgétaires, sur l'équilibre macroéconomique. Et donc l'alternative, qui est la normale dans un pays qui se veut libéral, c'est que c'est l'investissement privé qui devrait prendre le dessus. Donc là, c'est incontournable pour en fait, les années à venir. Alors maintenant, comme vous l'avez remarqué, et d'ailleurs vous avez évoqué ICOR et l'investissement public, Sa Majesté n'a pas évoqué dans ce discours d'aujourd'hui l'investissement public. D'accord ? Parce que la tendance aujourd'hui, le focus, elle est sur l'investissement privé. Ça ne veut pas dire que l'État, en fait, débine de sa position et de son rôle de stimulateur et de support de l'investissement privé. Il va continuer à le faire parce que l'État, en fait, investit dans l'infrastructure, investit dans des secteurs parallèles, notamment l'éducation, la santé, la création d'emplois. Tout cela, en fait, aujourd'hui, va continuer. Mais s'il s'agit, en fait, d'un élan en termes de développement, c'est le privé qui doit le porter. Et ça, c'est le message. Et bien sûr, pour que le privé puisse le porter, il faut une révolution au niveau de l'écosystème. Et c'est pour cela que pratiquement Sa Majesté a brassé toutes les composantes de l'écosystème investissement. Il a évoqué les CRI, bien évidemment, c'est très important, qui ont pris un nouveau rôle à partir de 2019, notamment un rôle régional, parce qu'il devrait être le moteur de la dynamique économique au niveau des régions, et aller jusqu'à créer une certaine émulation, une certaine compétitivité entre les différentes régions. C'est ça la vocation de la région. On arrive justement au CRI, mais avant d'y aller, juste un extrait que je vais lire, avant de vous proposer un autre extrait du discours royal. Les CRI doivent bénéficier de l'appui de l'ensemble des parties prenantes, tant au niveau central que territorial. Je vous propose, avant de poursuivre, d'écouter un autre extrait du discours royal. Aujourd'hui, nous misons sur l'investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l'économie nationale et l'ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs. En effet, ces filières offrent des opportunités d'emploi aux jeunes et apportent des sources de financement aux différents programmes sociaux et de développement. À cet égard, notre souhait est que la nouvelle charte nationale de l'investissement donne une impulsion tangible à l'attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers. Aussi, il convient de lever les obstacles qui continuent d'entraver une relance effective de l'investissement national sur tous les plans. Les centres régionaux d'investissement sont donc appelés à superviser l'intégralité du processus d'investissement et à en accroître l'efficience. Ils sont également chargés d'assurer de meilleurs services d'accompagnement et d'encadrement au profit des porteurs de projets jusqu'à leur concrétisation finale. Pour cela, les centres régionaux d'investissement doivent bénéficier de l'appui de l'ensemble des parties prenantes, tant au niveau central que territorial. S'agissant du climat des affaires, les réformes structurelles engagées sous notre impulsion ont permis d'améliorer l'image et la performance du Maroc dans ce domaine. Cependant, malgré les résultats obtenus, il reste beaucoup à accomplir pour libérer les énergies, tirer le meilleur parti des potentialités nationales, encourager l'initiative privée, drainer davantage d'investissements étrangers. À ce propos, nous aimerions insister à nouveau sur la nécessité de la mise en œuvre effective de la charte de déconcentration administrative, la simplification et la digitalisation des procédures, la facilitation de l'accès aux fonciers et aux énergies vertes, l'appui financier aux porteurs de projets. Alors, c'est ça où la question des CRI, on l'a tous entendu, est de nouveau posée. Elle en est où cette stratégie déployée pour ces centres d'investissement? Parce que en creux et en filigrane, on a l'impression que Sa Majesté n'est pas tout à fait satisfait, puisqu'il parle d'efficience, il parle de... Les CRI, depuis leur création, juste après 10 ans après, il n'y avait pas disons, c'était le guichet unique, mais pas plus. Donc il n'y avait pas de relance de l'investissement, il n'y avait pas d'espace de création de richesse tel que c'était souhaité. Mais aujourd'hui, au Maroc, nous avons la possibilité de dire que les centres régionaux d'investissement sont aujourd'hui capables. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de réflexion qui a été fait par le ministère de l'Intérieur, par tous les responsables de ces départements, et ils les ont dotés de ressources humaines capables de leur donner cette capacité de pouvoir le faire. Donc ils ont été rejoints par des ingénieurs, c'est-à-dire que vraiment les profils
de ceux qui ont été nommés au niveau des CRI, c'est véritablement des profils qui font honneur à ce pays. Et en principe, dans les années... Tout à fait, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est que le CRI est devenu juste une boîte à résonance de telle ou telle problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire avant, on partait au CRI pour pouvoir connaître quels sont les prix des matières premières, quel est le niveau de la concurrence dans tel secteur, etc. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait Au rien niveau de la charte tout cela. d'investissement, il y a quelque chose qui a été dit au niveau de... Non, mais la charte d'investissement est une chose, CRI, c'est autre chose. CRI, c'était des administrations figées. Il faut dire la vérité. C'était des administrations figées qui ne faisaient pas grand-chose. Il fallait les révolutionner. Il y a eu tout un discours. Il y a un travail qui a été fait. Et j'espère qu'avec la nouvelle, disons, les nouvelles recommandations et les nouvelles prérogatives, ils vont pouvoir aller de l'avant et tendre la main au secteur privé, tendre la main qu'il soit privé marocain ou étranger. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'oublie pas, les Marocains sont, et le Maroc est attractif pour les investissements étrangers. Regardez un peu les secteurs, l'automobile, l'aviation civile, les technologies de pointe, les composantes, voilà, le câblage des voitures. C'est des choses extrêmement importantes qui ne peuvent pas se passer dans un autre pays. On les a ici au Maroc. Et les CRI doivent être au courant de ça, doivent accompagner les entreprises et doivent aller, disons, plus. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que, par exemple, à Casablanca, il y a une école qui forme les jeunes à la réparation des voitures. Et ce sont c'est un financement de la Corée du Sud et l'école est dirigée par un membre de la CGEM, par exemple. Et moi, je suis parti, je les ai vus, ils sont excellents. C'est des gens qui sont du niveau baccalauréat, ils ont une connaissance au niveau disons, des matières scientifiques, ils rentrent, ils commencent à travailler et ils sont très performants. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. On ne peut pas nous permettre de dire à un investisseur, venez investir, nous avons ce qu'il faut, nous avons de la main-d'œuvre. On n'a pas de la main-d'œuvre bon marché. On a de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut la payer en tant que telle. Et de toutes les manières, le niveau des salaires au Maroc a changé. Mais même le SMIC marocain, il est à 3 500 dirhams ou 4 000. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça permettra de relever le niveau des salaires et surtout de prétendre à donner un input au niveau de la production qui est différent. Donc, le CRI doit être là pour pouvoir parler ce langage. Moi, il y a quelque chose qui interpelle, c'est que les personnels, les responsables sont excellents, tout est excellent, tout est très bien fait, mais c'est peut-être cette imbrication, cette articulation qui est mal faite et qui est où ça cloche, où quelque chose grince quelque part. Avant de vous donner la parole, avant d'assis Abdeltif Komat, je vous repose la question des CRI, Zakaria Boutahab, d'une autre manière. Comment territorialiser les politiques publiques? Juste après, Abdeltif Komat pour juste un complément. Voilà. Comme tu viens de le dire, c'est Aziz. Le problème, c'est parfois une sorte d'inflation institutionnelle et juridique. On a de beaux textes, c'est clair. Et comme on le dit en sociologie des organisations, on ne change pas une société par décret. Nous y avons aussi contribué à travers des enquêtes qui ont ciblé notamment les élus en termes de formation. Et Dieu sait combien nous avons relevé un certain nombre d'incohérences. Et le problème, c'est la non-préparation, parce que l'élu parfois fait de la politique malheureusement politicienne. Et le problème, c'est la coordination en ce qu'on pourrait appeler ce maillage territorial et l'existence de plusieurs niveaux d'intervention, ce que nous appelons en droit administratif les relais. Donc vous avez la déconcentration, c'est-à-dire une sorte d'externalisation des services centraux, mais nous avons la décentralisation territoriale et par service, c'est-à-dire des instances comme, prenez l'Omran par exemple, etc. C'est une décentralisation par service, comme on dit, parce que c'est l'autonomie administrative et financière, et ça fait partie de ce qu'on appelle les établissements publics, et on a plusieurs. Cette complexité, on ne nommerait que peu sur cette réalité. Et le problème, que parfois, vous avez une sorte de dédoublement fonctionnel, comme on le dit aussi en droit administratif. Plusieurs intervenants, il n'y a pas de coordination entre les intervenants, et parfois, on a des situations qui sont très compliquées.
Je pense aujourd'hui que la constitution marocaine, notamment celle de 2011 bien entendu, avait laissé croire qu'on peut précisément aller dans cette dynamique de la territorialisation des politiques publiques. Au lieu que Rabat fasse tout. Il faut conférer cela aux régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes, qu'on appelle les communes rurales et urbaines. Et évidemment, on le sait, je le crois, puisque c'est, Aziz, tu as cité le nouveau modèle de développement, le capital humain. On ne peut rien faire sans capital humain. Vous pouvez avoir des ingénieurs, mais quand on descend dans la réalité quotidienne, on voit très bien que nous sommes encore loin des normes requises pour réaliser et atteindre les objectifs qui sont souhaités par sa majorité. C'est Abdeltef Komat, un complément, une précision. C'est juste complément par rapport aux séries. En fait, il y a 2 dates. Il y a 2019, c'est une réforme au niveau national. D'ailleurs, Driss a évoqué, c'était plutôt une administration, mais à partir de 2019, ils ont un nouveau rôle. C'est un rôle de responsabilité, pas seulement de gérer les affaires administratives, mais d'aller à la prospection de l'investissement. C'est ça le rôle essentiel des séries à partir de 2019. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion, en fait, d'évaluer concrètement ce rôle. Pourquoi ? Parce que dans quelques semaines vont entrer en application les programmes ou les plans de développement régionaux, les PDR. Vous savez qu'on a eu les élections au mois de septembre 2021, mais les régions, en fait, durant 2022, ils ont travaillé avec les PDR dans l'ancien mandat. Ça, c'est une tradition au niveau des plans régionaux, c'est que on reste un an de transition pour préparer le PDR des 6 prochaines années, 2022 jusqu'à 2027. Alors, au mois de janvier, vont démarrer les PDR des 12 régions au niveau national. Qu'est-ce qui va changer? C'est qu'aujourd'hui, tout d'abord, bien sûr, on est dans la véritable opérationnalisation de la régionalisation. La première expérience 2015-2021 était en fait la mise en place des structures, la gouvernance, l'organisation, l'apprentissage. Et la régionalisation devrait effectivement être opérationnelle à partir de ce mandat, qui est le 2e mandat après la réforme des régions qui date de 2015. Il se trouve qu'aujourd'hui, les régions ont pris en charge un des rôles principaux qui leur incombent, qui est la dimension économique. Moi, j'ai assisté à des présentations de PDR et les régions s'approprient parce que c'est leur attribution, leur rôle, leur position pour stimuler l'investissement au niveau régional. Et il se trouve que les CRI étaient partie prenante. Ils sont même le moteur de cette dynamique économique au niveau de leurs régions respectives, avec des indicateurs précis aujourd'hui, en termes de non-création d'entreprises, en termes d'investissement, en termes de création d'emplois. Tout est aujourd'hui tracé pour l'horizon 2022-2027. Et c'est là, on va voir comment est-ce que les CRI, dans la nouvelle configuration, parce qu'ils ont changé de rôle, mais également, ils sont partie prenante dès le départ des PDR, qui devraient être opérationnalisés à partir des prochaines semaines. Et là, on va voir comment ils vont se comporter. Ils sont très attendus, c'est pourquoi Sa Majesté revient, parce que ce n'est pas la première fois qu'il évoque les CRI. C'est lui qui était un peu à l'origine de cette refonte en 2019. C'est lui qui a appelé à revoir l'organisation et le rôle des CRI. Aujourd'hui, il les interpelle dans cette nouvelle dynamique d'investissement. Et donc, il devrait être à la hauteur de ces responsabilités qui sont vitales, parce que si Sa Majesté insiste sur l'investissement, parce qu'il est au cœur de la dynamique, dans sa dimension économique, dans sa dimension sociale. On ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas améliorer le bien-être, on ne peut pas créer des emplois si on n'a pas d'investissement. Et l'investissement passe au niveau régional par les CRI, d'où cette interpellation, que ce soit des CRI, que ce soit dans leur écosystème territorial. Et ils responsabilisent bien sûr les élus, les administrations décentralisées. Ça devient une question partagée et la responsabilité de tout le monde. Alors, je reprends votre dernière phrase, c'est Abdeltef Komat, on ne peut rien faire s'il n'y a pas d'investissement. Mais l'investissement, ce n'est pas que de l'argent ou du rendement, mais aussi du contrôle, aussi de la bonne gouvernance. Et je reviens à ce passage du discours royal, afin de renforcer, je cite, afin de renforcer la confiance de ceux qui veulent opérer les investissements productifs dans notre pays, nous appelons à la consolidation des règles de la concurrence loyale, à la mise en œuvre effective des mécanismes de médiation et d'arbitrage pour le règlement des litiges. Ça a été effleuré tout à l'heure sur le plateau, dans le studio. Zakaria Boudheb, un commentaire sur ça?
Moi, je voudrais le faire, si vous me permettez, je reviens, Allez-y. des formations professionnelles oblige, je lirai un peu à l'aune du contexte international et de la dynamique d'ancrage régional du Maroc. D'abord, une logique d'intégration du corpus de l'Organisation mondiale du commerce. On le sait depuis pratiquement 1995. Nous étions dans une logique de mise à niveau et donc on était parti dans ce cadre-là. On a implémenté énormément d'accords. Vous savez, l'accord sur les services, la propriété intellectuelle, les règles en matière d'investissement liées au commerce, etc. Ça a créé une dynamique. Et dans la foulée, il y a eu des réformes qui ont été apportées. Code de commerce, les sociétés. La concurrence, c'était en 1999. Ça a pris du temps avant de s'installer. Et notamment après la création du Conseil de concurrence, qui aujourd'hui, je crois, a une autosaisine. On l'a vu, un peu proactif, réagir. Mais il y a encore des pesanteurs, et ça a été même rappelé par Sa Majesté, je crois, lors du discours du 20 août dernier. Par ailleurs, je voudrais aussi revenir à l'ancrage régional avec l'Union européenne. Quand on parle des critères de convergence, on parle de l'économie robuste de marché capable de supporter les forces concurrentielles. Je crois que le Maroc avait fait beaucoup en la matière. Il s'est aligné également aux règles dites prudentielles, la reddition des comptes, etc., etc. Mais toujours est-il que je reviens à cette question de hiatus entre le souhaitable et le réel. Le réel, il est compact, il est composite, il est complexe. Et parfois, il faut réduire les écarts. Et je crois qu'à chaque fois, Sa Majesté nous invite à une certaine, comment dirais-je, autocritique, mea culpa, pour débloquer ce qui est à débloquer, déverrouiller encore certaines forteresses ou des gens qui indirectement constituent des poches de résistance. Mais je voulais tout simplement dire que lorsque Sa Majesté cite ce genre de passage, il fait aussi allusion à la dynamique internationale du Maroc. Tout à fait. Un discours de Sa Majesté, ça se lit mot par mot, parce que tous les mots ont leur importance, et même la ponctuation a son importance. Ah oui. Alors, Sa Majesté a appelé aussi à la responsabilité des organisations nationales des entreprises. Vous parliez tout à l'heure de la CGEM. Quelles sont ces organisations? Est-ce qu'il n'y a que la CGEM? Et quel rôle devrait-elle tenir aujourd'hui dans l'encadrement et dans l'investissement? Ces organisations, ces institutions, vous avez cité la CGEM, mais vous pouvez citer les centrales syndicales aussi. Parce qu'en fait, un investissement qui vient s'installer, il peut avoir en face une centrale syndicale qui peut le casser, qui peut vraiment le mettre à genoux. Alors qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé à ce que les syndicats, qu'ils soient patronaux ou ouvriers, soient citoyens. Il faut qu'ils réfléchissent véritablement comme étant des citoyens et cherchent à faire prévaloir l'intérêt suprême de la nation sur le reste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être des calculateurs, disons des petites bûchettes pour dire « nous avons fait le travail ». Le travail ne peut être fait que dans la mesure où tout ce qui a été pensé pour le Maroc, pour l'entreprise, soit réalisé. Il faut que ce soit réel. Mais jusqu'à la date récente, nous avons remarqué que certaines organisations professionnelles avaient mis les bâtons dans les roues pour beaucoup de projets. Je ne veux pas citer d'exemples précis, mais on a vu des situations où les organisations professionnelles ont arrêté l'activité économique, ont arrêté la dynamique économique et sont allées ailleurs avec leur propre logique. Moi, je pense que le roi a appelé à ce que les gens puissent se prévaloir de cet esprit nationaliste pour construire, pour travailler et pour faire avancer les choses. Abdeltef Komat, le secteur financier, le roi rappelle le rôle incontournable du secteur financier. Il y a déjà des programmes qui sont mis en œuvre. Ils en sont où? En fait, ils sont maintenus, ils sont opérationnels. En fait, on évoque principalement des programmes comme Força, comme Aouraj. Il y a une Telaka également. Moi, j'ai un point de vue sur l'histoire de Força. Ouais. Donner 100 000 dirhams. Alors, on laisse finir, après vous apportez votre complément. Juste pour lui rappeler ça, on ne peut pas donner 100 000 dirhams à un jeune et lui dire « faites votre entreprise avec 100 000 dirhams ». Il y a de l'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il y a 100 000 dirhams, c'est-à-dire que vous êtes choisi, on vous donne 100 000 dirhams et on vous dit « construisez votre entreprise ».
Ça, c'est de la foutaise, sincèrement. Il faut que la politique publique puisse véritablement devenir réaliste et sortir de ces politiques où l'on injecte de l'argent comme ça, n'importe où et n'importe comment, et dire que nous avons fait le travail. Non. À partir de cette précision, en fait, on continue à bon, il y a des degrés. Bon, c'est vrai qu'il y a des micro-entreprises qui ont des microfinancements. Il y a par exemple l'INDH également, dans sa troisième phase à partir de 2018, qui a également prévu un financement qui est pratiquement dans ses grandeurs de 150 000 dirhams. Mais ça, ce sont des micro-projets. Bien sûr, il y a des projets de moyenne ou grande dimension qui peuvent également être financés. Bien sûr, Intelaka n'a pas ses limites, c'est des montants qui peuvent atteindre 1 million de dirhams, etc. Donc, bon, la question qui a été posée à un certain moment, c'est tout d'abord, est-ce que le financement est le frein, je dirais, qui bloque l'investissement? Il s'avère que effectivement, c'est important, mais ce n'est pas le frein, je dirais, de premier ordre. Il y a d'autres dimensions en matière d'entrepreneuriat, il y a l'accompagnement, donc il y a des choses très importantes également qui devraient être revues. Alors, en ce qui concerne le financement, moi je dirais que le problème, ce n'est pas un problème de programme. On en a. Mais malheureusement, c'est au niveau de leur mise en œuvre, et peut-être il y a, et ça c'est partagé, c'est peut-être un certain excès de prudence au niveau du système bancaire. Là, en fait, il y a des appels à ce que les banques soient plus RSE, plus citoyennes. Bien sûr, ils ont des règles, les banques qui sont tenues par le respect d'un certain nombre d'indicateurs, par de la prudence, etc. Mais peut-être vu, en fait, la priorité aujourd'hui de l'acte entrepreneurial pour le Maroc, parce qu'il faut le rappeler, on n'a pas de choix aujourd'hui. Il faut qu'on développe l'entrepreneuriat. On n'a pas d'autres possibilités parce que nous avons 300 000 personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et la dynamique économique telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas absorber même pas 30 à 35% de cette demande d'emploi. Donc la fonction publique, on le sait aujourd'hui, on crée entre 20 et 25 000 postes. C'est ce qu'on crée au niveau de la fonction publique. Et puis, vous savez qu'il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs en termes de pourcentage de croissance, combien ils créent de postes d'emploi. Au Maroc, par exemple, on avait jusqu'à 30 000 créations d'emplois par point de taux de croissance dans les années 90, Mais maintenant, on crée à peine 16 000 emplois par point. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intensité aujourd'hui au niveau du travail. On fait fonctionner une usine avec moins de main-d'œuvre parce qu'il y a la robotisation, il y a la technologie, etc. Et donc, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est de créer plus d'entreprises. Mais il se trouve là également que le Maroc n'est pas bien classé par rapport à des pays qui sont à son niveau de développement en termes de nombre de créations. Et c'est pour ça que ça devient une question nationale, une question citoyenne, une question de responsabilité du système bancaire qui doit peut-être prendre plus de risques. Mais il faudrait également aller vers de l'innovation financière. Il ne faut pas qu'on reste que sur le financement classique. Il y a les bourses. Vous savez que la bourse au Maroc, elle est pratiquement stagnante depuis des années. Il y avait le boom des années 80, mais depuis des années. Et puis, bien sûr, il y a les finances innovantes, donc le crowdfunding, d'autres mécanismes qui permettent de créer des start-up, malheureusement, ça ne marche pas comme il le faudrait au niveau du Maroc. Et donc, la question du financement, il faut également y réfléchir, bien sûr, avec ce que j'ai évoqué comme comportement du système bancaire classique, mais également avec de l'innovation, de la réflexion à de nouveaux modes de financement qui devraient surtout en fait intéresser les porteurs de projets, les jeunes, les diplômés qui n'ont peut-être pas besoin de grands financements, mais ont besoin de fonds d'amorçage, ils ont besoin du capital risque, et à ce niveau-là qu'il devrait y avoir une évolution notable. Vous savez, quand vous parlez de ça, de crowdfunding, de fintech aussi, de tout ce qui est financement, qui sortent un peu des sentiers battus du financement classique, j'étais en train de réfléchir à ce que il y a des lois qui doivent passer. Il faut qu'il y ait un cadre juridique, un cadre légal. Tout à l'heure, on parlait de est-ce que notre classe politique était véritablement au fait de ces choses-là. Et maintenant, c'était la question que je voulais vous poser en dernier, mais maintenant je comprends la réponse. Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de la grande responsabilité qui vous incombe, particulièrement dans le contexte national actuel et au vu des fluctuations de la conjoncture internationale. La conjoncture internationale, c'est autre chose, mais soyez à la hauteur de ce qui vous attend, parce qu'il faut légiférer, il faut oser, il faut avancer. Alors, tout à l'heure, je disais aussi qu'un discours OL, ça se lie au mot à mot et même à la virgule près
Et là, il y a donc cette référence à la communauté marocaine. Dans son discours du 20 août, Sa Majesté avait déjà parlé de la diaspora marocaine. Nous préconisons à nouveau qu'une attention particulière soit portée aux investissements et aux initiatives des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Entre le 20 août et le 14 octobre, il y a un peu moins de 2 mois. Il s'est passé quoi entre-temps? Peut-être qu'il justifie le à nouveau. Non, à nouveau, c'est-à-dire que je pense que l'appel n'a pas été bien entendu. L'appel n'a pas été bien entendu. La communauté marocaine vivant à l'étranger, elle a beaucoup changé. Sociologiquement, elle est très différente. Les jeunes, les femmes, les hommes, etc., ils sont complètement différents. Aujourd'hui, un Marocain de l'étranger n'est plus le Marocain qu'on connaissait de la deuxième, troisième génération. Tout à fait. Ce sont des gens qui sont investisseurs, c'est des gens qui ont des intelligences. Qui ne sont plus seulement en Europe, dans les pays traditionnels. Absolument. Ils veulent avoir leur résidence là où ils sont, mais en même temps avoir une possibilité d'investir dans ce pays. Et on a vu des exemples. On a vu des exemples qui sont capables de bouleverser les méthodes et la manière de travailler. Il faut aider ces gens à venir. Mais moi, à mon avis, d'ailleurs, même les textes de loi le permettent, il faut que les Marocains de l'étranger puissent participer à la vie politique citoyenne. Il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils donnent leur avis. C'est comme les parlements des autres pays. Il faut qu'on puisse leur donner la possibilité de s'exprimer. C'est un droit humain. Il faut trouver les mécanismes qui leur permettent d'être présents, d'être absents, etc. Et on le fait. Parce que c'est des Marocains, ils aiment ce pays. Et le Maroc, nous avons une monarchie qui dure depuis 4 siècles, mais un pays qui dure depuis une dynastie. La monarchie dure depuis beaucoup plus longtemps que ça. La dynastie, elle a 4 siècles. L'État marocain, il a 13 siècles, pratiquement. On est rentré dans le 13e. La dynastie, elle est là depuis 4 siècles, ce qui est extraordinaire. Donc, nous avons une longévité extraordinaire, soutenue par des supports, par des mécanismes, par un accrochage de tous les Marocains à cette identité marocaine, aidons-les à pouvoir continuer à le faire, mais surtout apporter le Maroc là où ils souhaitent le faire. Je voyais Abdelté Fessi Zakaria vouloir apporter un complément. Allez-y, Abdelté. En fait, vous faites par rapport à la question à nouveau, mais à nouveau sur un axe précis. En fait, le discours du 20 août, c'est d'une manière générale, mais là, c'est dans le cadre justement de la stimulation de l'investissement. Et là, je crois que c'est très, très important. Vous savez qu'on a battu le record au moment où le Maroc avait une très grande difficulté à équilibrer ses finances, où il y avait pratiquement toutes les rubriques qui étaient au rouge. Et une des rubriques qui a éclaté, c'est les transferts des Marocains à l'étranger, qui a augmenté de 30-40%, qui a frôlé. Justement, c'est ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est 100 milliards de dirhams en moyenne l'année dernière et cette année. Cette année, peut-être même, on va dépasser 100 milliards. Mais malheureusement, heureusement, parce qu'ils jouent un rôle très important au niveau de l'équilibre social. Il faut dire que pratiquement plus de 80% de ces montants vers un soutien social aux familles. Et ça a joué un rôle très, très important pendant la crise du Covid. Et en fait, l'équilibre social au Maroc, si on a maintenu, bien sûr, il y a eu le soutien de l'État, etc., mais les Marocains résidant à l'étranger ont joué un rôle très important. Vient en deuxième lieu tout ce qui est immobilier. Ils investissent beaucoup, un peu moins que les générations précédentes, mais ça reste, en fait, la deuxième destination de ce transfert. L'investissement reste relativement une part faible. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être que ces transferts, là également, il doit y avoir un certain bouleversement pour que l'essentiel de ces transferts aille vers l'investissement, d'autant plus que c'est un investissement qui cadre avec les orientations du nouveau modèle de développement, parce que ces investissements viennent de personnes qui regorgent de compétences. Aujourd'hui, la nouvelle génération de Marocains à l'étranger, ils sont dans des secteurs innovants, ils sont dans la technologie. S'ils investissent au Maroc, ils vont contribuer justement à cette élévation de la structuration de l'économie marocaine avec plus de valeur ajoutée, avec plus de contenu technologique. Un dernier mot, si Zakaria, sur la diaspora, encore une fois. C'est très simple. Moi, je dirais, il y a les articles 15, 16, 17 de la Constitution de 2011 qui octroient aux Marocains du monde le droit de participer aux élections, non seulement en tant qu'électeurs, mais aussi qu'élus. En tant qu'élus, qu'attendons-nous jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011, à donner un sens effectif
C'est ça. à cette stipulation une invitation royale? C'est une grande interrogation. Ne créons pas les obstacles, justement, à notre développement. Libérons la pensée. N'ayons pas peur. Ne disons pas que il y aurait probablement raz-de-marée islamiste, etc. Moi, je crois que ce sont tout simplement des faux fuyants aujourd'hui. L'heure est à la responsabilité. Donnons-leur des canaux d'expression. Ça va leur permettre au moins d'être proches de leur pays et défendre bec et ongle leurs droits, tout simplement. C'est un peu étrange, c'est Abdeltef Komat, mais vous donnez exactement 1 minute pour ce mastodonte qu'est le Pacte national de l'investissement, 55 milliards de dollars. C'est dollars. Ah, dollars, ok. Dollars. Ok. C'est-à-dire à peu près un D'accord. peu moins que la moitié du PIB à réaliser sur 5 ans, Bravo. rapidement. En fait, Je l'ai mis en dollars, justement. c'est en fait, aujourd'hui, vous savez que le Maroc, il y a quand même un impact très important en termes d'investissement. Vous savez que nous avons le taux d'investissement, un des taux les plus élevés au niveau de la région, pratiquement 30%. 30% en fait du PIB va vers l'investissement. Alors lorsqu'il s'agit de pacte, c'est surtout au niveau de la rationalisation de cet investissement. Vous avez évoqué tout à l'heure les corps, par exemple, au niveau de l'investissement public aujourd'hui, plus de 245 milliards de dirhams. Quel est l'enjeu? C'est justement d'optimiser cet investissement. Nous avons un potentiel qui est à peu près de 50% de ce que réalisent des pays en termes de rendement, de retour sur investissement par rapport à des pays, notamment de l'Asie. Et donc, il s'agit d'améliorer le rendement de l'investissement d'une manière générale. C'est Abdeltef Komat, c'est Zakaria Boudahab, c'est Idriss Issaoui. Merci de nous avoir accompagnés. Merci aussi à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de ce spécial de décryptage du discours royal d'aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Média 1 TV, les programmes se poursuivent.